Mon mari et sa sœur se sont rendus à un dîner d'affaires, me laissant avec la nouvelle domestique qui, censément, ne parlait pas un mot d'anglais. Dès que la voiture s'est éloignée, elle a lâché son balai, m'a regardé dans les yeux et a parlé dans un anglais parfait. « Madame, ne mangez pas la soupe qu'ils ont laissée dans le réfrigérateur. » Ce que j'ai découvert ensuite m'a glacé le sang. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue. L'horloge de grand-père dans notre foyer a sonné 7 coups alors que je regardais Conrad ajuster sa cravate dans le miroir du couloir. 35 ans de mariage, et je ressentais toujours ce frisson familier lorsqu'il s'habillait pour des occasions importantes. Ce soir n'était pas différent. Il avait l'air distingué dans son costume bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement peignaient l'image du succès qui m'avait attiré pour la première fois il y a toutes ces années. La réservation est à 20h30, dit-il sans me regarder, sa voix adoptant ce ton professionnel qu'il utilisait plus fréquemment ces derniers temps. Bridget est déjà dans la voiture. J'ai acquiescé, lissant ma blouse en soie. Ces dîners d'affaires étaient devenus une routine au cours des derniers mois. La société d'importation de Conrad était en pleine expansion, avait-il expliqué, et sa sœur Bridget était devenue une partenaire inestimable. Je remettais rarement les détails en question. Les questions financières avaient toujours été le domaine de Conrad, et à 61 ans, j'étais devenu à l'aise de le laisser gérer de telles complexités. À travers la fenêtre, je pouvais voir la silhouette de Bridget sur le siège passager de la Mercedes de Conrad. Même de loin, je pouvais sentir son impatience à la manière dont elle consultait sa montre. Ma belle-sœur n'avait jamais été particulièrement chaleureuse envers moi, mais ces derniers temps, son efficacité froide semblait plus prononcée. Elle me parlait par phrases brèves, semblant toujours calculer quelque chose derrière ses yeux bleus pâles. « Ne m'attends pas », ajouta Conrad, glissant son téléphone dans la poche de sa veste. Ces discussions ont tendance à s'éterniser. Bien sûr, les mots sortirent automatiquement. Je les disais depuis des mois maintenant, ces mystérieux dîners d'affaires qui m'excluaient totalement. Une partie de moi se demandait pourquoi je n'étais jamais invité, mais poser la question me semblait mesquin. Conrad travaillait si dur pour subvenir à nos besoins, pour maintenir la belle vie que nous avions bâtie dans notre manoir de Magnolia Drive. La porte d'entrée se referma avec un léger clic, suivi du ronronnement du moteur de la Mercedes s'estompant dans le lointain. Soudain, notre vaste demeure sembla immense et vide. Le tic-tac de l'horloge de grand-père semblait plus fort maintenant, résonnant dans des pièces remplies de meubles anciens et de photographies de famille couvrant des décennies de ce que je croyais être un mariage heureux. Je me suis dirigé vers la cuisine, pensant préparer un thé avant de m'installer avec un livre. Les comptoirs en marbre italien brillaient sous les suspensions, et tout était à sa place, exactement comme notre gouvernante, Jessa, l'avait laissé avant de se retirer dans ses quartiers au-dessus du garage. Jessa n'était avec nous que depuis 2 mois, mais elle s'était révélée inestimable. Une femme discrète d'une quarantaine d'années, aux yeux sombres et bienveillants, et aux mains calleuses qui témoignaient d'un travail acharné, elle avait été chaudement recommandée par une agence suggérée par Bridget. Son anglais était pratiquement inexistant, du moins le croyions-nous, mais elle communiquait par gestes et son travail parlait de lui-même. La maison n'avait jamais été aussi propre. Les repas apparaissaient comme par magie, et elle se déplaçait dans notre maison comme un fantôme d'où jamais envahissante, toujours serviable. Je tendais la main vers la bouilloire quand j'ai entendu des pas dans le couloir. Jessa est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, portant toujours son simple uniforme gris, ses cheveux noirs attachés en son habituel chignon soigné. Elle tenait un chiffon à poussière, bien que j'ai remarqué qu'elle ne nettoyait rien en réalité. « Buena noche, Sonora » dit-elle doucement, puis elle s'arrêta, jetant un coup d'œil vers les fenêtres de façade où l'allée était vide. Je lui ai souri. « Bonsoir, Jessa. Vous pouvez vous reposer maintenant. » Ils sont partis à leur dîner. Elle a acquiescé, mais au lieu de partir, elle est restée dans l'encadrement de la porte, passant d'un pied sur l'autre. Quelque chose dans sa posture semblait différent ce soir, moins soumise, plus alerte. Ses yeux ne cessaient de scruter les fenêtres comme pour s'assurer que nous étions vraiment seuls. Puis, elle fit quelque chose qui me glaça le sang. Elle posa son chiffon sur l'îlot de cuisine, me regarda directement dans les yeux et parla dans un anglais parfait, sans accent. « Madame, ne mangez pas la soupe qu'ils ont laissée dans le réfrigérateur. » La bouilloire m'échappa des mains, s'écrasant contre le comptoir en marbre. Je la fixais, mon esprit peinant à assimiler ce qui venait de se passer. La gouvernante discrète, ne parlant pas anglais, que je connaissais depuis 2 mois, venait de lancer un avertissement dans un anglais américain impeccable.
Qu'est-ce que vous venez de dire? Ma voix n'était qu'un murmure. Jessa s'approcha, son expression sérieuse mais pas méchante. Madame Whitmore, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Mon nom est Jessa Martinez, et je parle parfaitement anglais. J'ai prétendu ne pas comprendre pendant les 2 derniers mois parce que j'ai été engagé pour vous espionner. La pièce sembla tanguer. Je me suis agrippé au bord du comptoir pour me stabiliser, mon cœur martelant mes côtes. M'espionner? Je ne comprends pas. Votre belle-sœur Bridget m'a engagé via une agence, mais pas le genre d'agence que vous imaginez. La voix de Jessa était calme mais urgente. Elle me payait $800 par semaine pour rapporter tout ce que vous faisiez, tout ce que vous disiez, chaque détail de votre routine quotidienne. Elle voulait connaître vos habitudes, votre santé, votre état mental. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est impossible. Bridget vous a recommandé. Oui, mais elle ne ferait pas. C'est la famille. Madame, asseyez-vous, je vous en prie. Jessa désigna l'un des tabourets de bar près de l'îlot de cuisine. Ce que je m'apprête à vous dire va être difficile à entendre. Je suis resté debout, les jambes chancelantes, mais le dos droit. 35 ans passés à être la femme de Conrad m'avaient appris à affronter les nouvelles difficiles avec dignité, même quand mon monde s'écroulait. Dites-moi. Jessa prit une profonde inspiration. Depuis 2 mois, j'écoute les conversations entre votre mari et sa sœur. Des conversations qu'il pensait que je ne pouvais pas comprendre parce qu'il croyait que je ne parlais pas anglais. Madame Whitmore, il prépare quelque chose de terrible. Quel genre de chose terrible? Les mots semblaient étrangers dans ma bouche, comme si je parlais une langue que je n'avais jamais apprise. Ils veulent vous faire déclarer mentalement incapable. Ils ont introduit progressivement des substances dans votre nourriture. Pas assez pour vous nuire physiquement, mais assez pour vous faire paraître confuse, oublieuse, instable. Les yeux de Jessa s'emplirent de ce qui ressemblait à une véritable inquiétude. La soupe de ce soir contient un laxatif puissant qui va vous rendre violemment malade. Demain, il prévoit d'appeler un médecin qui a déjà été payé pour signer des papiers vous déclarant inapte à gérer vos propres affaires. La cuisine tournait autour de moi. J'ai serré le comptoir plus fort, mes articulations blanches contre la pierre sombre. Pourquoi ferait-il cela? Conrad m'aime. Nous sommes mariés depuis 35 ans. L'expression de Jessa s'adoucit avec ce qui semblait être de la pitié. Madame Whitmore, votre mari a de graves problèmes financiers. Son entreprise périclite, et il doit de l'argent à des gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Bridget a des dettes de jeu qui l'ont mise en danger. Ensemble, ils voient votre héritage comme leur seule issue. Mon héritage? J'ai secoué la tête. Mes parents sont morts il y a plus de 30 ans. Il ne reste plus rien. Les propriétés de votre famille, les investissements, le fonds fiduciaire. Tout cela s'élève à près de $3 millions. Votre mari a tout géré durant toutes ces années, mais légalement, cela vous appartient. S'il vous arrivait quelque chose ou si vous étiez déclaré incapable, Conrad en obtiendrait le contrôle total. L'horloge de grand-père sonna 8 coups, chaque tintement me frappant comme un coup physique. 20 heures, ils étaient partis depuis 30 minutes. Combien de temps me restait-il avant leur retour? Depuis combien de temps vivais-je dans ce mensonge élaboré? Pourquoi me dites-vous cela, ai-je enfin réussi à demander. Si Bridget vous a engagé pour m'espionner, pourquoi la trahir maintenant? Jessa regarda ses mains, puis releva les yeux vers moi. Parce que je vous ai observé pendant 2 mois, Madame Whitmore. Vous êtes gentille avec tout le monde. Vous me traitez avec respect, même si vous pensez que je ne peux pas vous comprendre. Vous me laissez des petits mots avec des dessins quand vous voulez que quelque chose soit fait, et vous dites toujours s'il vous plaît et merci, même si vous ne pensez pas que je comprenne les mots. Elle marqua une pause, sa voix s'affermissant. Mais plus que cela, j'ai vu comment il vous traite. La façon dont votre mari balaie vos opinions. Comment votre belle-sœur lève les yeux au ciel quand vous parlez. La façon dont ils vous ont lentement isolé de vos amis, vous convainquant que vous n'êtes pas capable de comprendre des questions compliquées. Ce qu'ils font n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Et je ne participerai pas à la destruction d'une bonne personne. Je me tenais là, dans ma belle cuisine, entouré par la vie que je pensais parfaite, et je réalisais que tout ce que je croyais concernant mon mariage, ma famille et mon existence même n'était qu'un mensonge soigneusement construit. La soupe dans le réfrigérateur,
que j'avais prévu de réchauffer pour un dîner tardif, me parut soudain comme une arme pointée sur mon cœur. Que dois-je faire? La question sortit brisée, désespérée. Jessa s'approcha, sa voix tombant à un murmure urgent. D'abord, nous nous assurons que cette soupe soit jetée là où ils ne sauront jamais qu'elle n'a pas été consommée. Deuxièmement, nous commençons à tout documenter. Et troisièmement, Madame Whitmore, vous devez comprendre que ce n'est que le début. Ce que je vous ai dit ce soir n'est qu'une partie de ce qu'ils ont planifié. Le bruit du gravier crissant dans l'allée nous fit tous deux sursauter. Les phares de la voiture balayèrent les fenêtres de la cuisine. Ils sont de retour, murmura Jessa, reprenant immédiatement sa posture servile. Agissez normalement. Ne les laissez pas soupçonner que quoi que ce soit a changé. Alors que j'entendais le bruit familier de la clé de Conrad dans la porte d'entrée, j'ai réalisé que ma vie entière venait de basculer. L'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu confiance pendant 35 ans, la belle-sœur que j'avais tolérée et essayé de satisfaire, ils n'étaient pas seulement des étrangers, ils étaient mes ennemis. Comment était le restaurant, ai-je demandé à Conrad alors qu'il suspendait son manteau dans le placard du couloir. Ma voix était étonnamment stable, compte tenu du fait que mes mains tremblaient sous l'îlot de cuisine où il ne pouvait pas les voir. Bien, répondit-il sans s'étendre, desserrant sa cravate. Réunion productive. Tu devrais te reposer, Antoinette. Tu as l'air fatiguée. Bridget passa devant lui pour entrer dans le salon, ses talons claquant sur le sol en marbre. Longue journée demain, ajouta-t-elle par-dessus son épaule. Conrad a mentionné que tu voudrais peut-être voir le docteur Harrison pour ces problèmes de mémoire dont nous avons discuté. Des problèmes de mémoire. Mon cœur rata un battement. Je n'avais mentionné aucun problème de mémoire à l'un ou l'autre. Je me sens très bien, en fait. Bien sûr que oui, ma chère. Le ton de Conrad était condescendant d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant ou peut-être l'avais-je simplement accepté comme normal. Mais mieux vaut prévenir que guérir, tu ne penses pas? Ils échangèrent un regard qui dura une fraction de seconde de trop. Par le passé, je l'aurais interprété comme une complicité fraternelle. Maintenant, il semblait chargé d'un sens que je commençais à peine à comprendre. Je pense que je vais prendre un peu de cette soupe aux champignons avant d'aller au lit, dit Conrad, se dirigeant vers la cuisine. Longue journée demain, et j'ai besoin de quelque chose de léger pour l'estomac. En fait, dis-je rapidement, je l'ai fini plus tôt. J'avais plus faim que je ne le pensais. Un autre regard passa entre eux, celui-ci plus acéré. Les sourcils parfaitement épilés de Bridget se froncèrent en une légère grimace. Tout, demanda Conrad. Il y avait presque un contenant entier. Je l'ai réchauffé 2 fois. Tu sais comment je suis quand je suis nerveuse d'être seule. J'ai forcé un rire qui sonnait creux, même à mes oreilles. Je suppose que j'en sentirai les effets demain. L'expression de Conrad se détendit dans ce que je reconnaissais maintenant comme de la satisfaction. Eh bien, assure-toi de bien t'hydrater. Une intoxication alimentaire peut être très déshydratante. Intoxication alimentaire. La désinvolture avec laquelle il le disait me souleva le cœur. Ils s'attendaient à ce que je sois violemment malade demain, ils avaient probablement déjà programmé la visite du médecin autour de ma souffrance anticipée. Je pense que je vais me coucher maintenant, dis-je, me dirigeant vers les escaliers. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chère, lança Conrad derrière moi, sa voix chaleureuse de ce que je comprenais maintenant être de l'anticipation. J'atteignis ma chambre et fermai la porte avant que mes jambes ne lâchent. Je me suis effondré sur le bord de mon lit, portant toujours la blouse en soie et les perles que j'avais mises des heures auparavant, quand ma plus grande préoccupation était de savoir si Conrad remarquerait que j'étais allé chez le coiffeur. Maintenant, ces soucis semblaient risiblement insignifiants comparés à la réalisation que mon mari et ma belle-sœur complotaient activement contre moi. Un léger coup à ma porte me fit tressaillir. Madame Whitmore, la voix de Jessa, de retour à l'anglais hésitant et accentué qu'elle avait perfectionné. J'ai apporté des serviettes propres. Entrez. Jessa entra avec une brassée de serviettes qui n'était manifestement qu'un prétexte. Elle se dirigea vers ma salle de bain attenante et j'entendis le doux bruit du linge que l'on range. Lorsqu'elle émergea, elle désigna la salle de bain et articula silencieusement, parlons là-dedans. L'eau coule. Je l'ai suivie dans l'espace tapissé de marbre qui avait toujours été mon sanctuaire. Jessa ouvrit les robinets du lavabo et de la grande baignoire, créant suffisamment de bruit blanc pour masquer notre conversation. Ils ont mordu à l'hameçon, murmura-t-elle à propos de la soupe. Mais maintenant, nous avons un plus gros problème.
Je les ai entendus parler après leur retour. Qu'ont-ils dit? Ils ont avancé leur calendrier. Le docteur Harrison, le médecin qu'ils ont soudoyé, il vient ici demain après-midi. Ils vont lui dire que vous avez agi de manière erratique, oubliant des choses, ayant des épisodes. Quand il vous examinera et que vous ne serez pas malade de la soupe comme il s'y attendait, ils prétendront que vous avez un intervalle de lucidité, mais que votre état est dégénératif. Je me suis agrippé au bord du lavabo en marbre. Peuvent-ils vraiment faire ça? Me faire déclarer incapable sur la base de l'opinion d'un seul médecin? Avec la bonne documentation, oui. Et Madame Whitmore, ils ont de la documentation. Bridget forge des dossiers médicaux depuis des mois. Elle a un ami qui travaille dans une société de gestion de dossiers médicaux, quelqu'un qui a des dettes de jeu et qui avait besoin d'argent. Ils ont créé tout un historique médical fictif pour vous. La magnifique salle de bain sembla soudain être une cage. Les miroirs reflétaient mon visage pâle sous plusieurs angles, me montrant une femme qui paraissait ses 61 ans et bien plus encore. Avais-je vraiment été si aveugle à ce qui se passait autour de moi? Il y a autre chose, continua Jessa, sa voix baissant encore d'un ton, sur la raison pour laquelle Bridget m'a engagé spécifiquement. Que voulez-vous dire? Je n'ai pas été choisi au hasard dans une agence. Bridget m'a recherché en raison de mon passé. Avant de devenir gouvernante, j'ai travaillé pour un cabinet d'enquêteurs privés. Je sais comment installer du matériel de surveillance, comment copier des documents, comment recueillir des preuves sans être détecté. Mes genoux flanchèrent. Du matériel de surveillance dans ma propre maison. De petites caméras dans les parties communes. Des appareils d'écoute dans votre chambre et votre bureau. Ils vous enregistrent depuis des semaines, attendant des moments qu'ils pourraient sortir de leur contexte pour les utiliser contre vous. Un trébuchement quand vous vous levez trop vite devient la preuve de problèmes neurologiques. Oublier où vous avez posé vos lunettes de lecture devient la preuve d'une perte de mémoire. La violation était pire que tout ce que j'avais vécu. Pas seulement la perte d'intimité, mais la cruauté calculatrice de la chose. Il m'avait observé comme un spécimen, cataloguant mes moments humains pour en faire des armes. Mais si vous savez faire ces choses, dis-je lentement, cela signifie-t-il que vous pouvez les défaire? Oui. Et plus que cela, Madame Whitmore, je peux retourner leur propre système contre eux. Ils ont engagé quelqu'un ayant les compétences pour vous détruire, mais ces mêmes compétences peuvent vous sauver. L'espoir vacilla dans ma poitrine pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Que voulez-vous dire? Jessa sortit un petit appareil de sa poche, quelque chose qui ressemblait à un chargeur de téléphone mais qui semblait différent lorsqu'elle le plaça dans ma paume. C'est un appareil d'enregistrement de qualité militaire, indétectable. Pendant qu'ils vous enregistraient, je les enregistrais. Chaque conversation, chaque appel téléphonique, chaque moment où ils pensaient être en sécurité. Vous avez tout enregistré? Depuis 6 semaines maintenant. J'ai Bridget qui admet avoir falsifié des dossiers médicaux, Conrad qui discute de la manière d'accéder à vos comptes bancaires, les deux planifiant exactement comment vous faire interner. J'ai des appels téléphoniques avec le médecin corrompu, des conversations avec le faussaire de dossiers médicaux, et même des disputes sur la façon de partager votre héritage une fois qu'ils en auront le contrôle. L'eau continuait de couler, un bruit blanc constant qui semblait être la seule chose stable dans mon monde mouvant. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que j'avais besoin de suffisamment de preuves pour être absolument certaine que nous puissions les arrêter définitivement. 1 ou 2 enregistrements pourraient être écartés ou expliqués. Mais ce que j'ai maintenant. Les yeux de Jessa se durcirent de détermination. Ce que j'ai maintenant va les détruire. Que pense-t-il que vous rapportez à Bridget? Exactement ce qu'ils veulent entendre. Que vous déclinez rapidement, devenant confuse et oublieuse. Que vous vous parlez à vous-même, laissant des tâches inachevées, montrant des signes de paranoïa et de désorientation. Je les ai nourris d'un récit fictif sur votre détérioration mentale tout en documentant leur véritable conspiration. Je fixais cette femme que je pensais connaître, réalisant qu'elle m'avait protégé alors que j'ignorais totalement le danger. Jessa, je dois vous demander, quelle est votre véritable motivation dans tout cela? Pourquoi risquer tant pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Elle resta silencieuse un long moment, le bruit de l'eau courante remplissant l'espace entre nous. Quand elle parla, sa voix portait une douleur que je n'avais pas entendue auparavant. Parce qu'il y a 15 ans, ma mère a traversé exactement ce qu'il prévoit pour vous. Mon beau-père et sa fille l'ont fait déclarer incapable et l'ont fait interner. Elle est morte dans cet endroit 18 mois plus tard, seule et étiquetée comme malade mentale.
J'étais jeune et je ne comprenais pas assez bien le système pour l'arrêter. Je porte cette culpabilité chaque jour depuis. L'eau se brouilla alors que les larmes emplissaient mes yeux. Je suis tellement désolé. Quand Bridget m'a approché pour ce travail, en décrivant leur plan, c'était comme voir mon pire cauchemar se rejouer. Mais cette fois, j'ai les compétences et les connaissances pour lutter. Cette fois, je peux sauver quelqu'un. Que se passe-t-il ensuite? Jessa ferma les robinets et le silence soudain parut profond. Demain, quand le docteur Harrison viendra, vous allez donner la performance de votre vie. Vous allez paraître exactement aussi confus et instables qu'ils le prétendent. Et pendant qu'ils penseront gagner, nous allons tendre notre propre piège. Quel genre de piège? Le genre qui exposera non seulement Conrad et Bridget, but le médecin corrompu et le faussaire de dossiers médicaux. Un piège qui garantira qu'ils fassent face à de graves accusations criminelles et qu'ils ne puissent plus jamais vous faire de mal, ni à personne d'autre. Alors que nous nous apprêtions à quitter la salle de bain, Jessa me retint doucement le bras. Madame Whitmore, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce que nous allons faire va tout changer. Votre mariage, vos relations familiales, probablement votre vie entière. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé aux 35 années que j'avais passées à faire confiance à Conrad, à la manière prudente dont j'avais essayé de gagner l'approbation de Bridget, à la vie tranquille que j'avais bâtie autour du rôle de femme dévouée pour un homme qui ne voyait en moi rien de plus qu'un compte bancaire doté d'impôts. Ma vie a déjà changé, dis-je doucement. Maintenant, je vais simplement en prendre le contrôle. Mais alors que nous retournions dans ma chambre, reprenant chacune nos rôles répétés de maîtresse de maison et de gouvernante servile, je ne pouvais m'empêcher de penser que demain apporterait des révélations encore plus choquantes que les découvertes de ce soir. Car si Conrad et Bridget étaient prêts à aller aussi loin, quels autres secrets gardaient-ils? Et jusqu'où cette conspiration allait-elle réellement? Le lendemain matin arriva avec une normalité trompeuse. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux épais de notre chambre, projetant des motifs familiers sur le tapis persan qui ornait notre sol depuis plus de 2 décennies. J'avais à peine dormi, mon esprit tourbillonnant avec tout ce que Jessa m'avait révélé, mais je me forçais à suivre ma routine habituelle. Conrad ne devait pas soupçonner que quoi que ce soit avait changé. Je le trouvais dans le coin petit déjeuner, lisant le Wall Street Journal tout en sirotant son café du matin. Il leva les yeux quand j'entrai et je saisis quelque chose dans son expression, une évaluation calculatrice, comme s'il prenait ma température mentale. « Bonjour, chérie, dit-il, son ton soigneusement neutre. Comment te sens-tu? » Un peu fatigué, répondis-je, ce qui était certainement vrai. Mon estomac était dérangé pendant la nuit. Je pense que cette soupe ne me convenait pas après tout. Ses yeux s'animèrent d'un intérêt qu'il essaya de cacher derrière de l'inquiétude. Oh, c'est regrettable. Peut-être devrions-nous demander au docteur Morrison de t'examiner. Le docteur Morrison était notre médecin de famille depuis 15 ans, un homme bon qui se souciait réellement de ses patients, contrairement au docteur Harrison corrompu qu'ils avaient arrangé pour m'évaluer cet après-midi. Je suis sûr que ça passera, dis-je prudemment. Bridget apparut dans l'encadrement de la porte, déjà vêtue de l'un de ses tailleurs coûteux. Elle séjournait chez nous depuis 3 semaines, soi-disant pendant que sa maison subissait des rénovations. Maintenant, je comprenais la véritable raison de sa visite prolongée, elle devait être ici pour être témoin de ma supposée dépression nerveuse de première main. Des nouvelles du docteur Harrison pour cet après-midi, demanda-t-elle à Conrad, sans prendre la peine de baisser la voix. La désinvolture avec laquelle elle discutait de mon rendez-vous médical sans m'inclure dans la conversation était révélatrice. Il sera là à 15 heures, répondit Conrad, puis il se tourna vers moi avec une fausse sollicitude. Chérie, j'ai organisé la venue d'un spécialiste pour t'examiner. Le docteur Harrison est très recommandé pour les évaluations cognitives. La façon dont il prononça l'évaluation cognitive me donna la chair de poule. Il ne prétendait même plus qu'il s'agissait de ma santé physique. C'était le début de leur plan pour me faire déclarer mentalement incapable. Est-ce vraiment nécessaire, demandai-je, laissant poindre une note de confusion dans ma voix. Je me sens bien, juste un peu indisposé. Mieux vaut prévenir que guérir, intervint Bridget doucement. À notre âge, on ne peut pas être trop prudent avec ces choses-là. À notre âge. Bridget avait 57 ans, 4 ans de moins que moi. Mais elle parlait comme si nous étions toutes deux anciennes et défaillantes, alors qu'en réalité j'étais en excellente santé, ou du moins je l'étais avant d'apprendre que mes membres de famille les plus proches m'empoisonnaient. Après le petit déjeuner, je me suis retiré dans mon bureau, une petite pièce attenante au couloir principal qui avait toujours été mon sanctuaire privé.
Conrad y entrait rarement, balayant mes livres et ma correspondance comme des intérêts féminins indignes de son attention. Maintenant, je me demandais si ce dédain avait été stratégique, une façon de me garder isolé dans des occupations qui ne menaceraient pas son contrôle. Je faisais semblant de lire quand Jessa frappa doucement et entra avec son matériel de nettoyage. Pour quiconque l'aurait observé, elle époussetait simplement les étagères, mais quand elle parla, sa voix était à peine audible. J'ai accédé à leur compte de messagerie hier soir, murmura-t-elle sans me regarder, ses mains s'activant efficacement sur les étagères en acajou. Ce que j'ai trouvé est pire que ce que nous pensions. Mon cœur se serra. Comment cela pourrait-il être pire? Ils ont déjà choisi un établissement, Bridgewood Manor, à environ 2 heures au nord d'ici. C'est un hôpital psychiatrique privé spécialisé dans les cas difficiles des familles riches qui veulent que des parents problématiques disparaissent discrètement. Le livre trembla entre mes mains. Disparaissent? Madame Whitmore, les patients admis à Bridgewood dans ces circonstances en sortent rarement. Les soins sont minimaux, la surveillance inexistante, et le personnel est bien payé pour fermer les yeux. Conrad a déjà viré un acompte de $50 000 pour garantir votre placement. $50 000. Il avait dépensé plus pour mon emprisonnement potentiel que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, et il l'avait fait avec de l'argent qui, techniquement, m'appartenait. L'ironie cruelle ne m'échappait pas, il y a plus, continua Jessa, sa voix devenant encore plus basse. J'ai trouvé de la correspondance avec un avocat pour mettre à jour votre testament. Une fois que vous serez déclaré incapable, Conrad aura la procuration. La première chose qu'il prévoit de faire est de changer votre testament pour tout lui léguer, avec des dispositions pour Bridget. Je posai le livre avec précaution, craignant de le briser en deux. Qu'en est-il des enregistrements que vous avez faits? Pouvons-nous arrêter cela? Oui, mais nous avons besoin qu'il s'incrimine totalement. Pour l'instant, nous avons conspiration, fraude et tentative d'abus sur une personne âgée. Mais je veux les prendre en flagrant délit de fraude médicale et de corruption. Quand le docteur Harrison arrivera, j'ai besoin que vous fassiez exactement ce que je vous dis. Que voulez-vous que je fasse? Jessa s'approcha pour épousseter la lampe près de mon fauteuil, se rapprochant pour pouvoir me parler directement à l'oreille. Quand il vous examinera, vous allez paraître exactement aussi confuse et désorientée qu'ils le prétendent. Mais vous allez aussi dire des choses spécifiques, des choses qui prouveront que vous subissez une contrainte. Quel genre de choses? Vous allez mentionner voir des gens qui n'existent pas, mais vous allez les décrire de manière à ce qu'il soit clair que l'on vous a dicté ce discours. Vous allez oublier des événements récents, mais vous souvenir d'anciens avec une clarté suspecte. Plus important encore, vous allez poser au docteur Harrison des questions qui le forceront à révéler qu'il a été informé de votre cas avant même de vous examiner. Le plan était risqué, mais j'en comprenais la logique. Si nous pouvions prouver que le docteur Harrison avait prédéterminé son diagnostic, nous pourrions exposer toute la conspiration. Et s'il est plus prudent que cela? Alors nous avons des plans de secours. J'ai installé des micro-caméras dans cette pièce et dans le salon où il mènera son examen. Tout sera enregistré. Et Madame Whitmore? Elle s'arrêta d'épousseter, croisant mon regard un instant. J'ai aussi contacté un vrai médecin, le docteur Sarah Chen, une neurologue qui me doit une faveur. Elle a accepté de mener une évaluation indépendante de votre état demain, en supposant que nous puissions empêcher l'enlèvement prévu aujourd'hui. Enlèvement? Le mot me frappa comme un coup physique. C'est ce que c'était, un kidnapping planifié utilisant l'autorité médicale comme couverture. Si leur plan réussissait, je serais interné de force dans une institution où je ne serais peut-être plus jamais revu. Depuis combien de temps planifie-t-il cela, demandai-je. D'après les courriels que j'ai trouvés, depuis au moins 6 mois. Cela a commencé quand les affaires de Conrad ont commencé à décliner plus sérieusement. Bridget l'a approché avec cette idée après avoir perdu sa maison à cause de dettes de jeu. Ils vous voient comme leur plan de retraite. La porte de mon bureau s'ouvrit soudainement, nous faisant toutes deux sursauter. Conrad apparut dans l'encadrement, son expression plaisante mais ses yeux vigilants. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il. J'ai cru entendre des voix. Je lisais juste à haute voix pour moi-même, dis-je en forçant un sourire. Tu sais comme je fais ça parfois quand j'essaie de me concentrer? Il acquiesça, mais son regard s'attarda sur Jessa, qui avait immédiatement repris son époussetage avec l'efficacité exercée de quelqu'un ayant perfectionné l'art de l'invisibilité. Le docteur Harrison sera là dans quelques heures, dit Conrad. Pourquoi ne te reposes-tu pas d'ici là? Je veux que tu sois au mieux de ta forme pour l'examen. Au mieux de ma forme,
c'est-à-dire au plus haut point de ma confusion et de ma vulnérabilité. Bien sûr, mon cher. Après le départ de Conrad, Jessa et moi sommes restés silencieuses pendant plusieurs minutes, toutes deux parfaitement conscientes de la chance que nous avions eue de ne pas être découvertes. Lorsqu'elle a fini par prendre la parole, sa voix traduisait une nouvelle urgence. « Madame Whitmore, il y a autre chose que vous devez savoir sur le moment choisi pour tout cela. » « Que voulez-vous dire ? » Le fonds fiduciaire de votre famille, celui que vos parents ont établi, comporte une clause spécifique. Si vous êtes déclaré mentalement incapable, les fonds restent en fiducie mais peuvent être gérés par votre tuteur légal. Mais si vous décédez en étant capable, tout revient à Conrad en tant que votre époux. Si vous décédez après avoir été déclaré incapable, l'argent revient à des parents éloignés que vos parents ont désignés comme bénéficiaires de secours. Les implications me donnèrent la nausée. Ils ont donc besoin que je sois vivante mais inapte pour le moment. Mais Madame Whitmore, dans des institutions comme Bridgewood, des accidents arrivent. Des patients atteints de démence s'égarent, font des chutes, développent des complications médicales soudaines. Une fois que vous êtes interné, votre espérance de vie devient négociable. Je serrai les accoudoirs de mon fauteuil, la réalité de ma situation me frappant enfin de plein fouet. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de contrôle, il s'agissait de ma survie. Conrad et Bridget ne prévoyaient pas seulement de voler mon héritage. Ils prévoyaient de m'éliminer entièrement, juste assez lentement pour éviter les soupçons. Nous devons les arrêter aujourd'hui, dis-je, d'une voix plus ferme que je ne me sentais. Peu importe ce qu'il en coûtera. Nous le ferons, promis Jessa. Mais Madame Whitmore, quand tout cela sera fini, quand ils seront démasqués et feront face à des poursuites pénales, votre vie entière changera. Êtes-vous prête à perdre tout ce que vous avez connu ces 35 dernières années ? Je regardais autour de moi, dans mon bureau, les livres que j'avais collectionnés, les photographies de ce que je croyais être un mariage heureux, et la vie confortable que j'avais bâtie sur ce que je savais désormais être un socle de mensonges. Puis je pensais à l'alternative, disparaître dans une institution où je serais à la merci de gens qui ne me verraient que comme un problème rentable à gérer. J'ai déjà tout perdu, dis-je calmement. Maintenant, je vais simplement m'assurer qu'il paie pour me l'avoir pris. Comme invoqué par mes paroles, l'horloge de grand-père dans le foyer commença à sonner midi. 3 heures avant l'arrivée du docteur Harrison. 3 heures pour me préparer à ce qui pourrait être la performance la plus importante de ma vie. Car si nous échouions, cela pourrait aussi être la dernière. À 15 heures pile, la berline noire du docteur Harrison s'engagea dans notre allée circulaire. Je regardais de la fenêtre de ma chambre un homme grand et mince en par-dessus coûteux sortir, portant une mallette en cuir qui semblait plus appropriée pour un avocat que pour un médecin. Même de loin, quelque chose dans son attitude me parut prédateur plutôt que professionnel. Conrad l'accueillit à la porte d'entrée avec l'enthousiasme d'un homme recevant un vieil ami plutôt que rencontrant un spécialiste médical pour la première fois. Leur conversation était animée, ponctuée de gestes vers l'intérieur de la maison et de ce qui ressemblait étrangement à un échange de documents avant même qu'ils n'entrent. Je descendis lentement, paraissant délibérément plus fragile que je ne l'étais. Jessa m'avait coaché sur les signes subtils de déclin cognitif qui sembleraient authentiques pour un observateur occasionnel, mais évidents comme une performance pour quiconque regarderait de près. Le but était de donner au docteur Harrison assez de preuves pour soutenir son diagnostic prédéterminé tout en créant un dossier qui prouverait plus tard que l'examen était frauduleux. « Annette ma chère », appela Conrad alors que j'entrais dans le salon. « Voici le docteur Harrison. Il est ici pour mener cette évaluation dont nous avons discuté. » Le docteur Harrison se leva du canapé, tendant une main manucurée. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, environ 50 ans, avec des cheveux prématurément gris et des yeux bleus perçants qui semblaient cataloguer tout ce qu'il voyait. « Madame Whitmore, c'est un plaisir de vous rencontrer. Votre mari m'a beaucoup parlé de vous. » Déjà un signal d'alarme. Un médecin légitime menant une évaluation indépendante n'aurait pas discuté de mon cas en détail avec mon mari au préalable. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» demandai-je, laissant la confusion teinter ma voix. « Vous me semblez familier. »« Non, Madame Whitmore. »« C'est notre première rencontre, » répondit doucement le docteur Harrison. Mais je saisis le coup d'œil rapide qu'il échangea avec Conrad. « Peut-être pensez-vous à quelqu'un d'autre. » Bridget apparut de la cuisine portant un service à thé avec l'efficacité d'une hôtesse plutôt que l'inquiétude d'un membre de la famille soucieux de ma santé. « J'ai pensé que vous aimeriez un rafraîchissement avant l'examen, » dit-elle en posant le plateau sur la table basse. Je remarquai qu'elle avait préparé 4 tasses, un choix intéressant s'il s'agissait vraiment d'un rendez-vous médical.
Cela suggérait qu'elle et Conrad prévoyaient d'être présents tout au long de l'évaluation, ce qui serait très inhabituel pour une évaluation psychiatrique légitime. Madame Whitmore, commença le docteur Harrison, sortant une tablette et un stylet. J'aimerais commencer par quelques questions simples pour évaluer votre fonction cognitive actuelle. Êtes-vous à l'aise avec la présence de votre mari et de votre belle-sœur, ou préférez-vous l'intimité? Oh, cela ne me dérange pas, dis-je, bien qu'intérieurement je sois satisfaite qu'il ait essentiellement admis mener un examen inapproprié. Ils se sont tellement inquiétés pour moi ces derniers temps. Je suis sûr qu'ils veulent entendre ce que vous avez à dire. Pendant les 20 minutes suivantes, le docteur Harrison me fit passer ce qui semblait être une évaluation cognitive standard. Il me demanda de me souvenir d'objets, d'effectuer des calculs mathématiques simples et d'identifier des objets courants à partir d'images. Je répondis correctement mais lentement, marquant parfois des pauses comme si je luttais pour trouver la bonne réponse. Mais c'est ce qui se passa entre les questions formelles qui révéla véritablement la corruption à l'œuvre. Madame Whitmore, dit le docteur Harrison lors de l'un de ces moments informels. Votre mari a mentionné que vous aviez eu des épisodes de désorientation. Pouvez-vous m'en parler? Je regardais Conrad avec une confusion apparente. Des épisodes? Je ne me souviens d'aucun épisode. Quand ai-je eu des épisodes? La semaine dernière encore, ma chère, dit Conrad doucement, sa voix pleine d'une fausse inquiétude. Tu as oublié comment faire fonctionner la cafetière. Tu es resté dans la cuisine pendant près d'une heure à la regarder fixement. C'était une nouveauté pour moi. J'utilisais notre cafetière tous les matins sans difficulté et aucun incident de ce genre ne s'était jamais produit. Conrad inventait des symptômes sur le champ et le docteur Harrison les acceptait sans poser de questions. Cela a dû être effrayant, me dit le docteur Harrison, prenant des notes sur sa tablette. Vous souvenez-vous avoir ressenti de la confusion face à des objets familiers? Parfois, dis-je avec hésitation, suivant les conseils de Jessa pour paraître coopérative mais incertaine. Mais je pensais que c'était normal. N'oublions-nous pas tous des choses parfois. Certains oublis sont normaux, convint le docteur Harrison. Mais ce que votre famille décrit suggère un schéma plus sérieux. À nouveau, il traitait les affirmations de Conrad et Bridget comme des faits établis plutôt que comme des allégations à vérifier. Un médecin compétent aurait demandé des détails spécifiques, réclamé des dossiers médicaux ou insisté pour me parler seul afin d'avoir ma version des faits. Docteur, dis-je, saisissant une opportunité que Jessa m'avait préparée. Avant de continuer, pourriez-vous me dire qui vous a recommandé pour mon cas? J'aime savoir comment mes médecins me trouvent. Le stylo du docteur Harrison s'arrêta de bouger. Votre mari a contacté mon cabinet directement. Mais comment a-t-il su qu'il devait vous contacter spécifiquement? Êtes-vous spécialisé dans des cas comme le mien? Une rougeur monta au cou du docteur Harrison. J'ai de l'expérience avec le déclin cognitif chez les patients âgés, oui. Quel genre d'expérience? Et comment Conrad connaissait-il cette expérience? Les questions rendaient le docteur Harrison visiblement mal à l'aise. Conrad intervint rapidement. Chérie, le docteur Harrison est hautement recommandé. Bridget l'a suggéré d'après ses recherches. Je me tournai vers Bridget avec une innocence apparente. Des recherches? Quel genre de recherches? Des annuaires médicaux, dit Bridget brusquement. Des avis en ligne. Les choses habituelles que l'on fait quand on cherche des spécialistes. Mais je n'avais pas fini. Jessa m'avait préparé pour ce moment. Docteur, avant que vous ne m'examiniez davantage, pourriez-vous me parler de vos critères d'évaluation? J'aimerais comprendre ce que vous recherchez. Le docteur Harrison regarda à nouveau Conrad, un autre signe révélateur. Un médecin légitime aurait été heureux d'expliquer son processus à un patient. Madame Whitmore, l'évaluation implique de multiples facteurs, tests cognitifs, observations comportementales, antécédents familiaux. Les antécédents familiaux sont importants, convins-je. Sur quels antécédents familiaux spécifiques travaillez-vous? Parce que je devrais mentionner que mes parents ont tous deux vécu bien au-delà de 80 ans sans aucun déclin cognitif. Ma grand-mère était vive d'esprit jusqu'à sa mort à 93 ans. C'était vrai, et cela contredisait directement toute prédisposition génétique à une démence précoce qu'il pourrait tenter de revendiquer. Le docteur Harrison prit d'autres notes, mais je pouvais le voir lutter pour intégrer mes véritables antécédents familiaux dans le récit que Conrad et Bridget avaient fourni. Parfois, ces conditions peuvent apparaître sans prédisposition génétique, finit-il par dire. Bien sûr, répondis-je.
Mais dans ces cas-là, ne voudriez-vous pas d'abord écarter d'autres causes? Facteurs environnementaux, interactions médicamenteuses, dépression, carence vitaminique. Il y a tellement de causes réversibles aux symptômes cognitifs. Le malaise du docteur Harrison était désormais évident. Un patient remettant en question sa rigueur n'aurait pas dû ébranler un médecin compétent, mais ses conclusions prédéterminées étaient remises en cause par des faits gênants. Conrad intervint à nouveau. « Chérie, laissons le docteur terminer son examen. Nous ne voulons pas prendre trop de son temps précieux. » L'expression « temps précieux » me parut significative. Elle suggérait un arrangement financier plutôt qu'une consultation professionnelle. Je classai cette observation pour plus tard. « Bien sûr, dis-je. Mais docteur, une dernière question. Étant donné que le déclin cognitif peut avoir tant de causes différentes, quel est votre protocole standard pour écarter les conditions traitables? Analyse de sang, imagerie cérébrale, révision des médicaments? Ces tests peuvent être organisés si nécessaire, dit le docteur Harrison vaguement. Si nécessaire? Ne serait-il pas nécessaire avant de poser un diagnostic définitif? Le silence qui suivit fut révélateur. Un médecin légitime aurait convenu avec enthousiasme qu'un dépistage complet était essentiel. La réticence du docteur Harrison à s'engager dans des procédures médicales appropriées révélait qu'il n'avait aucune intention de mener une évaluation approfondie. De ma vision périphérique, je vis Jessa entrer discrètement dans la pièce, ostensiblement pour débarrasser le service AT, mais je savais qu'elle était positionnée pour tout capturer sur ses appareils d'enregistrement cachés. Madame Whitmore, dit le docteur Harrison, visiblement impatient de s'éloigner des questions de procédure. Continuons l'évaluation. Pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes? 2023, répondis-je correctement. Et qui est le président actuel? Je marquai une pause, faisant semblant de réfléchir. Ce serait. Oh, quel est son nom? Celui qui est venu après Obama. Madame Whitmore, dit Conrad doucement. Obama a quitté ses fonctions il y a plusieurs années. Nous avons eu 2 présidents depuis. Je clignai des yeux avec une confusion apparente. 2. Ce n'est pas possible. Je me souviens qu'Obama était président il y a juste. C'était du pur théâtre, mais le docteur Harrison s'en saisit immédiatement, prenant des notes vigoureuses. Un vrai médecin aurait cherché à savoir si je pensais à une autre période ou si j'étais confus sur un point précis. Le docteur Harrison enregistra simplement ma réponse comme une preuve de déclin cognitif. Madame Whitmore, continua-t-il, pouvez-vous me parler de votre routine quotidienne? Gérez-vous vos propres médicaments, vos finances, conduisez-vous une voiture? Conrad m'aide avec tout cela, dis-je, ce qui était malheureusement vrai. Au fil des ans, il avait progressivement pris le contrôle de chaque aspect de nos vies. Il est tellement plus doué avec les chiffres et les détails. Et cela dure depuis combien de temps? Je fis semblant de réfléchir. Oh, des années et des années. Conrad a toujours été le plus intelligent de notre famille. Le docteur Harrison hocha la tête d'un air approbateur, comme si le contrôle financier de mon mari était une preuve de mon incapacité plutôt qu'un signal d'alarme potentiel pour abus financiers. Alors que l'examen se poursuivait, je commençais à comprendre toute l'ampleur du complot. Il ne s'agissait pas seulement de falsifier quelques documents ou de soudoyer un médecin. Ils avaient créé tout un récit mensonger sur mon état mental, complet avec des incidents fabriqués, des dynamiques familiales déformées et une conclusion prédéterminée qui justifierait mon institutionnalisation immédiate. Mais ils avaient commis une erreur critique, ils avaient sous-estimé à la fois mon intelligence et ma détermination à survivre. Alors que le docteur Harrison s'apprêtait à conclure son examen, je savais que les prochaines minutes détermineraient si je passerais le reste de ma vie en femme libre ou si je disparaîtrais dans le cauchemar de Bridgewood Manor. Madame Whitmore, dit le docteur Harrison, refermant sa tablette avec un air de finalité. D'après mon examen d'aujourd'hui, je pense que vous souffrez d'un déclin cognitif significatif qui nécessite une intervention professionnelle immédiate. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une condamnation à mort. Conrad se pencha en avant avec impatience tandis que Bridget gardait son masque de membre de la famille inquiet, bien que je puisse voir la satisfaction briller dans ses yeux. Quel genre d'intervention, demandai-je, laissant ma voix trembler légèrement. Je recommande un placement immédiat dans un établissement de soins spécialisé où vous pourrez recevoir une surveillance et un traitement 24 heures sur 24, répondit doucement le docteur Harrison. J'ai déjà contacté Bridgewood Manor. Ils ont une place libre et je pense que vous bénéficierez de leur programme spécialisé. Déjà contacté?
Il avait organisé mon placement avant même de mener son examen frauduleux. L'audace de la chose était à couper le souffle. Aujourd'hui, demandai-je avec une confusion apparente. Mais je ne comprends pas. Je me sens bien. Ne puis-je pas simplement prendre des médicaments? Madame Whitmore, dit Conrad doucement, prenant ma main dans la sienne. Le docteur sait ce qu'il y a de mieux, et ce n'est pas permanent. Juste jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Le mensonge coulait si facilement de sa bouche. Nous savions tous que les patients admis à Bridgewood dans ces circonstances ne rentraient jamais chez eux. J'ai préparé les documents nécessaires, continua le docteur Harrison, sortant des papiers de sa mallette. Avec la signature de votre mari en tant que votre procuration médicale, nous pouvons faciliter le transfert cet après-midi. Procuration médicale? Je clignai des yeux avec une confusion apparente. Quand ai-je donné à Conrad une procuration médicale? Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Conrad s'éclaircit la gorge. Chérie, nous en avons discuté il y a des mois quand tu avais ces épisodes. Tu as signé les papiers toi-même. C'était une nouveauté pour moi. Je n'avais jamais signé un tel document, ce qui signifiait qu'ils avaient soit forgé ma signature, soit prévoyaient de le faire maintenant. Je ne me souviens pas avoir signé quoi que ce soit. C'est exactement pourquoi cette intervention est nécessaire, intervint le docteur Harrison. La perte de mémoire concernant des décisions juridiques importantes est un symptôme grave. La logique circulaire était exaspérante. Mon incapacité à me souvenir de quelque chose qui n'était jamais arrivé servait de preuve à mon incompétence. Mais je me forçais à rester dans mon personnage, paraissant confus et vulnérable tout en bouillonnant intérieurement face à leur manipulation. Docteur, dis-je avec hésitation, pourrais-je voir les papiers que j'ai censément signés? Peut-être que cela m'aiderait à me souvenir. Les yeux du docteur Harrison cherchèrent ceux de Conrad. Madame Whitmore, se concentrer sur une confusion passée pourrait vous agiter davantage. Concentrons-nous sur l'obtention de l'aide dont vous avez besoin. Autre signal d'alarme. Un médecin légitime aurait été heureux de passer en revue les décisions médicales précédentes avec un patient. Son refus de me montrer les documents de procuration suggérait soit qu'ils n'existaient pas, soit qu'ils contenaient des signatures forgées. Mais j'aimerais vraiment les voir, insistai-je doucement. Cela pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe. Annette, dit Bridget fermement. Tu t'agites pour rien. L'important est que tu reçoives des soins appropriés. Est-ce que je m'agite? Je me tournai vers elle avec une surprise apparente. Je ne me sens pas agité. Je veux juste comprendre. Cette simple déclaration sembla les déstabiliser tous les trois. Dans leur récit, j'aurais dû être agitée, confuse, ou peut-être même combative. Ma rationalité calme ne cadrait pas avec leur scénario d'une femme en plein déclin cognitif. Peut-être, dit le docteur Harrison, visiblement désireux de faire avancer le processus, devrions-nous procéder aux arrangements. Plus tôt Madame Whitmore recevra des soins appropriés, mieux ce sera. En fait, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte, je pense que Madame Whitmore devrait avoir la possibilité de revoir tous les documents avant de les signer. Nous nous tournâmes tous pour voir Jessa debout à l'entrée du salon, ne portant plus de produits de nettoyage et n'ayant plus sa posture soumise. Elle se tenait droite et confiante, toute son attitude transformée. « Excusez-moi, dit Conrad brusquement. Mais c'est une affaire de famille privée. Veuillez retourner à vos tâches. Je crains de ne pas pouvoir faire cela, monsieur Whitmore, répondit Jessa calmement, entrant dans la pièce. Voyez-vous, j'ai enregistré toute cette conversation, ainsi que toutes les autres conversations que vous avez eues dans cette maison ces 2 derniers mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage du docteur Harrison devint livide. Conrad resta bouche bée, et Bridget recula d'un pas comme si elle avait été physiquement frappée. « De quoi parlez-vous » demanda Conrad, retrouvant sa voix. « Vous ne parlez même pas correctement l'anglais. » Jessa sourit, et ce n'était pas l'expression soumise qu'ils avaient l'habitude de voir. « Je parle parfaitement l'anglais, monsieur Whitmore. J'ai aussi des diplômes en justice pénale et en comptabilité légale. Mon nom est Jessica Martinez, et je suis une enquêtrice privée agréée. » Elle mit la main dans sa poche et sortit son téléphone, tapotant l'écran. Soudain, la voix de Conrad remplit la pièce, plus tôt elle sera déclarée incapable, plus tôt nous pourrons accéder au fonds fiduciaire. 3 millions de dollars, Bridget. C'est assez pour résoudre nos 2 problèmes. Conrad se jeta sur le téléphone, mais Jessa s'écarta avec agilité.
Ce n'est qu'un des dizaines d'enregistrements que je possède. Monsieur Whitmore, aimeriez-vous entendre celui où vous discutez du pot de vin pour le docteur Harrison? Ou peut-être la conversation où vous et votre sœur prévoyez de partager l'héritage de Madame Whitmore après qu'elle soit opportunément décédée de complications à Bridgewood? Le docteur Harrison se dirigeait déjà vers la porte, mais les paroles suivantes de Jessa le stoppèrent net. Dr Marcus Harrison, numéro de licence 479 862. Vous ne bougez pas d'ici avant l'arrivée de la police. La police, hurla Bridget. Vous ne pouvez pas appeler la police. C'est une affaire privée. Complot en vue de commettre une fraude, abus envers une personne âgée, falsification de documents médicaux et tentative d'enlèvement ne sont guère des affaires privées, répondit Jessa. Oh, et Dr Harrison, je devrais mentionner que j'ai déjà transmis des copies de tous mes enregistrements au Conseil de l'Ordre des médecins de l'État. Votre licence d'exercice de la médecine sera révoquée d'ici la fin de la semaine. Le visage du docteur Harrison était passé du pâle au gris. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas utiliser des enregistrements faits sans consentement. En fait, si, le coupage est ça. La Californie est un État où le consentement d'une seule partie suffit, et Madame Whitmore m'a donné la permission d'enregistrer des conversations dans sa propre maison. Tout ce que j'ai capturé est parfaitement admissible au tribunal. Je me levai lentement, abandonnant les derniers vestiges de mon rôle de femme confuse et vulnérable. Surprise, dis-je à Conrad et Bridget, d'une voix assurée et claire. Je vous enregistrais aussi. Je glissai la main dans mon chemisier et sortis le petit enregistreur que Jessa m'avait donné. Chaque conversation, chaque consultation médicale, chaque moment où vous pensiez être à l'abri pour planifier ma destruction, tout est ici. Le visage de Conrad passa par plusieurs émotions, le choc, la rage, la peur, et enfin quelque chose qui ressemblait à un respect forcé. Tu savais, dit-il doucement. Depuis le début, tu savais. Je savais que vous me voliez, répondis-je. Je savais que vous me mentiez. Je savais que vous m'empoisonniez avec des sédatifs déguisés en vitamines. Mais je ne savais pas que vous prévoyiez de me faire assassiner dans un établissement psychiatrique avant hier. Assassiner? Bridget rit de façon stridente. Ne sois pas dramatique, Annette. Nous essayons de t'aider. Aider? Je me tournai pour lui faire face totalement. Bridget, j'ai des enregistrements de toi discutant du temps qu'il faut typiquement aux patients pour mourir à Bridgewood Manor. Tu as fait des recherches sur l'espérance de vie moyenne et calculé combien de temps tu devrais attendre pour que ma mort paraisse naturelle. Le regard de haine pure qui traversa son visage était plus honnête que n'importe quelle expression que j'avais vue d'elle depuis des années. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, dit Conrad d'une voix basse et dangereuse. Tu penses que tu peux simplement détruire notre famille, ruiner nos vies? Notre famille, je ris, et il n'y avait aucun humour là-dedans. Conrad, tu as cessé d'être ma famille au moment où tu as décidé que je valais plus morte que vive. Vous êtes des criminels, et les criminels font face aux conséquences. Le son des sirènes au loin fit s'élancer le docteur Harrison vers la porte, mais Jessa était prête. Elle se mit en travers de son chemin, et lorsqu'il tenta de la bousculer, elle lui saisit le poignet et le lui tordit derrière le dos avec une efficacité professionnelle. Je vous l'ai dit, dit-elle calmement alors qu'il se débattait dans son emprise. Vous n'allez nulle part. 3 voitures de police s'engagèrent dans notre allée, suivies d'une ambulance et de ce qui semblait être la berline banalisée d'un détective. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir les officiers s'approcher de la maison d'un pas résolu. Madame Whitmore, dit l'officier de tête alors que Jessa ouvrait la porte. Je suis le détective Rodriguez. Nous avons reçu un rapport pour abus sur personnes âgées et fraude médicale en cours. C'est exact, répondis-je, ma voix remarquablement stable pour quelqu'un dont la vie entière venait d'être bouleversée. Je pense que vous voudrez parler au docteur Harrison en premier. Il a tenté de me faire interner injustement dans un établissement psychiatrique. Alors que les officiers commençaient à lire les droits et à mettre les menottes, je regardais 35 ans de mariage se dissoudre sous mes yeux. Conrad me fixait comme s'il ne pouvait pas croire que je l'avais surpassé. Bridget pleurait non par remords, mais par fureur d'avoir été prise. Ce n'est pas fini, dit Conrad alors que les officiers le conduisaient vers la porte. Tu le regretteras, Annette. Sans moi, tu n'as rien. Je croisai son regard une dernière fois. Conrad, j'ai quelque chose dont tu n'as jamais compris la valeur. J'ai ma dignité. J'ai ma liberté. Et maintenant, j'ai la justice.
Alors que les voitures de police disparaissaient sur Magnolia Drive avec mon mari, ma belle-sœur et le médecin corrompu en garde à vue, je restais dans mon foyer à côté de la femme qui m'avait sauvé la vie. L'horloge de grand-père sonna 5 coups, marquant la fin d'un chapitre de mon existence et le début d'un autre. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je à Jessa. Maintenant, dit-elle, son attitude professionnelle s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à une amitié sincère, vous allez pouvoir décider qui est réellement Annette Whitmore quand elle est libre de faire ses propres choix. 6 mois plus tard, je me tenais dans le même salon où le docteur Harrison avait tenté de détruire ma vie. Mais tout avait changé. Les lourds rideaux de velours sur lesquels Conrad avait insisté avaient disparu, remplacés par des lins blancs aériens qui laissaient le soleil de Californie inonder chaque coin. Les meubles anciens oppressants avaient été donnés à des œuvres caritatives, remplacés par des pièces confortables que j'avais choisies moi-même, les premiers achats de meubles que je faisais en plus de 3 décennies. La transformation de ma maison reflétait la transformation de ma vie. Madame Whitmore, dit mon avocate, Sarah Chen, en posant sa mallette sur la table basse en verre que j'avais sélectionnée précisément parce qu'elle ne ressemblait en rien à l'acajou massif que Conrad préférait. J'ai les rapports de condamnation définitifs. Je m'installai dans mon nouveau fauteuil préféré, une pièce bleue doux qui faisait face aux fenêtres plutôt qu'à la télévision que Conrad avait toujours contrôlée. Jessa ou Jessica, comme je l'appelais désormais, était assise à proximité, n'étant plus mon employé mais mon associé et ma plus proche amie. Conrad a été condamné à 15 ans pour fraude, complot et tentative de meurtre, continua Sarah. L'accusation a pu prouver qu'il vidait systématiquement votre fonds fiduciaire depuis plus de 10 ans, prélevant près de 800 000 $ pour ses entreprises en faillite et ses dettes de jeu. 800 000 $. L'argent que mes parents avaient économisé et investi, s'attendant à ce qu'il assure la sécurité de leur fille. Au lieu de cela, il avait financé les mensonges de Conrad et l'addiction de Bridget pendant que je vivais avec un budget serré, croyant que nous préservions nos ressources. Bridget a pris 12 ans, poursuivit Sarah. Sa coopération avec l'accusation a aidé à démasquer le réseau plus large. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle participait à des stratagèmes d'abus sur personnes âgées. Elle menait des arnaques similaires sur de riches veuves depuis des années, utilisant ses relations sociales pour accéder à des femmes vulnérables. Je hochai la tête, sans surprise. L'efficacité pratiquée de Bridget dans la manipulation suggérait une vaste expérience. Et le docteur Harrison ? 20 ans, et sa licence médicale est définitivement révoquée. Il avait falsifié des évaluations de compétences pour au moins une douzaine d'autres victimes au cours des 5 dernières années. Le FBI enquête toujours sur toute l'étendue de ces opérations. 20 ans semblaient appropriés pour un homme qui avait dévoyé la confiance qui devrait exister entre médecins et patients. Ces victimes comprenaient des femmes âgées comme moi, mais aussi des adultes handicapés dont les familles voulaient se débarrasser pour plus de commodité, et même certains cas impliquant des litiges de succession où des parents gênants devaient disparaître. Les règlements civils sont également finalisés, ajouta Sarah, sortant une autre série de documents. Entre les actifs cachés de Conrad, les polices d'assurance de Bridget et les poursuites pour faute professionnelle contre le cabinet du docteur Harrison, vous récupérez environ 1,2 million de $ au-delà de votre héritage initial. 1 200 000 $. Compensation pour les années d'abus, de manipulation et de tentative de meurtre. Cela semblait irréel de mettre une valeur monétaire sur la trahison, mais l'argent servirait un but plus noble que la justice, il financerait l'avenir que j'étais enfin libre de choisir. Il y a une dernière chose, dit Sarah, son expression devenant sérieuse. L'avocat de Conrad m'a contacté hier. Il veut organiser une rencontre. Absolument pas, dit Jessica immédiatement. Madame Whitmore n'a pas besoin de s'exposer à davantage de manipulation. Je réfléchis un instant. Il y a 6 mois, l'idée de faire face à Conrad m'aurait terrifié. Maintenant, cela semblait simplement inutile. Que pourrait-il bien vouloir ? Selon son avocat, il veut s'excuser. Il prétend que la prison lui a donné une perspective sur ce qu'il vous a fait. Je ris, un son qui me surprenait encore par sa liberté. Conrad ne s'excuse pas. Il élabore des stratégies. Il espère probablement une réduction de peine ou une libération conditionnelle anticipée. Dites à son avocat qu'Annette Whitmore est trop occupée à vivre sa vie pour perdre du temps avec ses regrets. Sarah prit des notes, souriant à ma réponse. Au cours des derniers mois, elle m'avait vu évoluer, passant d'une victime à quelqu'un qui refusait d'être diminué par les attentes de quiconque. Après le départ de Sarah, Jessica et moi sommes restés assises dans un silence confortable, regardant la lumière de l'après-midi jouer dans notre espace transformé.
La femme qui m'avait sauvé la vie était devenue bien plus que tout ce que j'avais imaginé. J'ai des nouvelles, dit enfin Jessica, sortant ses propres documents. L'agence d'investigation Martinez-Whitmore a officiellement reçu sa licence hier. Notre entreprise, un cabinet d'enquête privé spécialisé dans l'abus sur les personnes âgées et la fraude financière, était enfin officielle. L'expertise de Jessica, combinée à ma compréhension intime de la façon dont ces prédateurs opéraient, aiderait à protéger d'autres personnes vulnérables de ce que j'avais vécu. Notre premier cas, demandai-je. Une femme de 73 ans à San Francisco. Son fils et sa belle-fille l'isolent lentement et prennent le contrôle de ses finances. Le schéma est identique à ce que Conrad et Bridget vous ont fait. La colère familière vacilla dans ma poitrine, mais ce n'était plus une rage impuissante. C'était un carburant pour l'action. Quand commençons-nous? Demain, si vous êtes prête. Je regardais autour de mon salon lumineux et aérais les photographies de mes parents que j'avais sorties de l'entrepôt et exposées en évidence pour la première fois en des décennies. Je pensais à la femme que j'étais il y a 6 mois, confuse, isolée, empoisonnée lentement par les gens qui prétendaient m'aimer. Puis je pensais à la femme que j'étais devenue, lucide, déterminée et résolue à protéger les autres de sorts similaires. Je suis prête, dis-je. Ce soir-là, je préparais le dîner dans ma cuisine, un repas simple que j'avais choisi, cuisiné et assaisonné à mon goût. Pas de sédatifs cachés, pas de maux d'estomac mystérieux après coup, juste une nourriture qui nourrissait plutôt que de contrôler. En dressant la table pour une personne, je réfléchis à combien ma définition de l'indépendance avait changé. 6 mois plus tôt, j'aurais vu le fait de manger seul comme une preuve d'échec, la preuve que j'avais fait fuir les gens qui comptaient. Maintenant, je le comprenais comme une preuve de choix, la capacité de décider comment je voulais passer mon temps et avec qui. La sonnette retentit alors que je finissais mon repas. J'ouvris pour trouver un livreur tenant un énorme bouquet de tournesol, ma fleur préférée, bien que Conrad ait toujours insisté sur le fait que les roses étaient plus élégantes. La carte disait « Félicitations pour votre nouvelle entreprise. Vous allez sauver tant de vies. Avec tout mon amour et mon admiration, Dr Sarah Chen. » Le Dr Chen, la neurologue qui avait mené une véritable évaluation de ma fonction cognitive, prouvant définitivement que j'étais mentalement capable et que je n'avais jamais montré de signe de démence. Son témoignage avait été crucial pour obtenir les condamnations de Conrad et Bridget. Je disposais les tournesols dans un vase en cristal qui avait appartenu à ma mère, les plaçant sur la table de la salle à manger où ils captaient les derniers rayons du soleil couchant. Leur visage brillant tourné vers la lumière semblait être une métaphore de la direction que ma vie avait prise, toujours à la recherche de chaleur et de croissance, plus jamais piégée dans l'ombre. Plus tard dans la nuit, je m'assis dans mon bureau, la pièce qui avait autrefois été mon sanctuaire contre le contrôle de Conrad et qui était désormais simplement mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à rédiger la déclaration de mission de notre agence, les mots coulant facilement alors que je décrivais notre engagement à protéger les adultes vulnérables contre l'abus financier et l'exploitation. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jessica, fière d'être votre partenaire dans cette nouvelle aventure. Demain, nous commençons à sauver des vies. Je souris et tapai en retour, demain, nous commençons à vivre. Alors que je sombrais dans le sommeil, je pensais à cette femme de 73 ans à San Francisco qui ne savait pas encore que l'aide arrivait. Demain, Jessica et moi commencerions le travail consistant à dénoncer la cupidité d'une autre famille et à protéger une autre personne vulnérable du genre d'abus systématique que j'avais enduré. Le cycle s'arrêterait avec nous. Une affaire à la fois, une vie sauvée à la fois. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.